Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du sommet sur les minerais et critiques, opportunités ou menaces pour l'Afrique. Nous nous interrogeons avec nos invités. Les États-Unis ont organisé en ce début de mois de février le fameux sommet sur les minerais et critiques, une ambition portée par le président américain Donald Trump. L'objectif affiché, c'est de se repositionner dans l'exploitation des minerais et critiques utiles ou vitaux pour l'industrie américaine, la technologie dans le monde entier. Cette technologie sur le continent qui est concurrencée par l'avancée de la Chine et le positionnement de la Chine sur le continent en matière d'exploitation du sous-sol des pays africains. Et pour cela, certains pays clés ont été invités. Plusieurs pays ont pris part. On note essentiellement parmi ces pays la République démocratique du Congo avec un sous-sol très riche dont on n'a plus besoin d'en parler. On a la Guinée, on a la Zambie, on a le Kenya. On a d'autres pays qui ont pris part à ce sommet. On a l'Angola avec son pétrole et ainsi de suite, qui ont pris part à ce sommet. L'objectif affiché par le président américain, c'est de se repositionner en matière de partenariat d'exploitation du sous-sol africain. Faut-il y voir une menace ou plutôt une opportunité pour le continent? Adam Ajourne. D'abord, partons du fait que Donald Trump, lors de son deuxième magistère, a prononcé le mot de terre rare, justement parce qu'il y avait eu des négociations de couloir avec des argumentaires qui n'ont pas tellement convaincu dans un contexte géopolitique où il y a eu résurgence de certaines puissances, étant donné qu'entre-temps, les États-Unis avaient estimé que la démocratie, en tout cas entre les pays occidentaux, avait fait de telle sorte que ce soit la France où les États-Unis arrivaient quand même à avoir des compromis et échanger des intérêts suivant dans des pays. Je pense que le cas du Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa nous en dit long. Je pense qu'en 1987, avec la résurgence de Denis Sassou Nguesso, après avoir perdu les élections, nous en dit également long. Mais après, en tout cas une trentaine d'années passées, on a constaté que les nouvelles puissances, notamment la Chine, vous l'avez dit tantôt, la Turquie et l'Inde, ont pratiquement conquis l'Afrique avec des négociations et le respect de la souveraineté des pays africains, ce qui n'était pas le cas avec des puissances comme les États-Unis, sinon les puissances occidentales prises dans leur globalité. Donc c'est dit tout simplement qu'ils ont constaté qu'aujourd'hui, les pays africains ont une conscience assez évoluée en ce qui concerne la richesse de leur sous-sol qui peut d'abord, normalement, bénéficier à la population. Puisque, il vous en souvient également qu'il y avait ce fameux, en tout cas, contrat qui est revenu sur les réseaux sociaux où on se disait, bon, les contrats coloniaux, lorsque vous les voyez, c'est vraiment ridicule, où l'intérêt des pays ne sont pas pris en compte. Donc, ayant compris la situation, il faudrait quand même que les États-Unis se repositionnent, parce que nous parlons de terres rares, ça vous a dit que c'est l'industrie qui sera menacée si tel qu'on ne prenne pas la bastille nécessaire pour amener les pays africains à pouvoir comprendre la nécessité du pourquoi il faudrait quand même que puissent réserver une part importante dans la négociation pour les États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, quoi qu'il en soit, on peut beau dire que voilà les États-Unis qui appellent les pays africains. Je pense que c'est d'abord le fait qu'il a compris qu'il est en train de perdre du terrain. Et perdre du terrain, il y a pour plusieurs motivations qui vont avec. Notamment, je l'ai dit, le fait qu'on a bafoué la souveraineté des pays africains. Entre-temps, le fait que, en tout cas, leur intérêt n'était pas respecté dans la négociation de ces contrats-là. Donc aujourd'hui, la longueur d'avant voudrait dire quand même qu'on reviendra donc avec d'autres négociations sur les territoires pour permettre véritablement donc aux pays africains d'en tirer meilleur profit. Mais je pense qu'en arrière-plan, pour que les pays africains puissent véritablement, parce que d'abord le fait qu'ils les rencontrent, tout ça voudrait dire quand même qu'il leur donne l'opportunité de pouvoir d'abord parler d'une même voix déjà. Donc il appartient aux pays africains de savoir comment tirer leur épingle du jeu face donc à cet appel de Donald Trump à pouvoir donc négocier ici, nous l'appelons négociation parce que le verbatif avancé lors de son premier magistère faisant donc de l'Afrique des pays de merde, donc vous convenez qu'avec moi que lorsque vous abandonnez, on dit que ce que quelqu'un laisse
Quelqu'un prend. Donc, les gens ont pris. Donc, aujourd'hui, il s'est vu en retard. Il faudrait quand même qu'il ait un repositionnement assez stratégique pour lui permettre de ne pas tout perdre. Merci beaucoup à vous, Adam Adjourno. Alors, Gabin Adjao, les États-Unis ont organisé ce 4 février, mercredi, donc, sommet sur les minerais critiques. Un sommet qui permet aux États-Unis de se repositionner dans l'exploitation du sous-sol africain, un sous-sol qui est important pour les industries américaines. Et pourtant, les États-Unis se font rares ou en minorité sur le continent face à l'avancée et à l'occupation du sous-sol africain par surtout la Chine, la Turquie, l'Inde, la Russie et d'autres pays qui sont beaucoup plus présents sur le continent. Oui, vous savez, hein, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et Donald Trump a eu à le manifester, surtout par sa nouvelle attitude aujourd'hui. Quand vous prenez ce que Donald Trump est en train de faire offensivement, pas que vers les pays africains, pratiquement à tous les niveaux, ça prouve à suffisance que les États-Unis veulent se repositionner, hein, surtout au niveau économique, parce qu'ils ont besoin des ressources et des terres rares pour pouvoir alimenter leurs industries. Et Donald Trump, il ne veut pas déroger à cette règle-là. Vous vous rappelez, Donald Trump, quand il était venu premièrement au pouvoir, il n'avait même pas foulé une seule fois le sol africain, hein, ce qui était tout le contraire de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et compagnie, qui venaient constamment en Afrique. Mais Donald Trump, il avait pratiquement, Adam vient de le dire, il a traité les pays africains de pays de merde. C'était pratiquement du mépris. Mais quand il est revenu pour son second mandat, il a changé de stratégie. Et vous voyez, cette question de terres rares, de minerais, ça avait commencé avec la Russie par rapport à l'Ukraine. Et quand il a vu que, Zelensky, il n'acceptait pas pratiquement les conditions imposées par les États-Unis par rapport au partage des terres rares entre les États-Unis et puis la Russie. Et donc, Donald Trump, aujourd'hui, il fallait trouver d'autres débouchés, il fallait trouver d'autres pays auprès desquels il pourra obtenir ce qu'il veut. Et donc, il a commencé premièrement avec Nicolas Maduro qu'il a enlevé et a même dit que il y aura une délégation de pouvoir et que les États-Unis vont administrer le Venezuela, hein, jusqu'à ce que une transition sérieuse soit organisée. Et après on voit aussi ses ambitions par rapport au Groenland. Et on sait très bien que qui parle de Groenland parle de réserves de pétrole et tout ça. Donc Donald Trump aujourd'hui, il est dans une sorte d'offensive. Et aujourd'hui, il sait très bien que le continent africain regorge de beaucoup de choses. Vous voyez, quand il appelle la RDC, la Guinée et tous ces pays-là, le Kenya et tout, on sait très bien que ce sont des pays qui regorgent de lithium, de cobalt, de matériaux assez stratégiques qui pourront permettre aux industries américaines de très bien fonctionner et de tourner. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Afrique que Donald Trump a organisé cette conférence-là. C'est beaucoup plus pour apprivoiser les Africains, pour les amener comme je m'intéresse maintenant à vous, et donc accepter aussi ma position, et aussi il saura comment les autres pays, c'est-à-dire l'Inde, la Turquie, la Chine et autres là, comment ils se comportent avec les pays africains, et donc essayer d'avoir une meilleure approche par rapport à ces pays-là. Donc c'est stratégique cette conférence que les États-Unis sont en train d'organiser pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent de nouveau se repositionner sur le continent africain en matière d'exploitation de richesses, parce qu'on sait très bien que le continent africain regorge d'énormément de richesses, et il avait déjà commencé par inviter un certain chef d'État, notamment, vous vous rappelez très bien du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, de Brice Oligui Nguema et tout ça, qui étaient invités aux États-Unis et tout. L'intéressement des États-Unis à l'Afrique avait commencé par là, et donc c'est une manière de faire accroître le soft power américain sur le continent africain. Et on ne peut pas reprocher à un pays de vouloir le bien de sa population. C'est à nous véritablement d'essayer de tirer le meilleur de nous-mêmes. Comme on dit souvent, on ne peut pas t'appeler, tu vas refuser. Mais quand tu y vas, il faut savoir aussi tirer ton profit. Maintenant, moi je me dis, les États-Unis sont dans une sorte de stratégie d'attaque.
pour pas seulement vers l'Afrique, mais pratiquement tous ces pays-là qui regorgent de richesses. Et je pense que c'est de bonne loi. Tout le monde est libre de chercher le meilleur pour soi. Merci beaucoup à vous, Gabriel Adjao. Sommet sur le minerai critique. Plusieurs délégations africaines ont répondu à l'appel des États-Unis. Emmanuel Vivien Tomi. Vous savez, on dit souvent gouverner, c'est prévoir. Prévoir, ça veut dire de ne pas se laisser dominer par les faits, les événements. Et c'est Georges Clemenceau qui annonçait justement, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, les États-Unis d'Amérique s'intéressent au continent africain, pas pour ses beaux yeux, mais d'abord pour ses propres intérêts. Et aujourd'hui, les États-Unis ont constaté que la Chine, d'autres pays comme la Turquie, la Russie, commencent par prendre véritablement du pas sur le continent en matière d'exploitation de minerais, en matière de marché. Et donc, si les USA ne se lèvent pas vite, ils risquent d'être surpris. Ensuite, la politique économique des États-Unis d'Amérique consiste à ne jamais épuiser et très vite leurs propres minerais. Et il faut puiser autant que possible à l'étranger et avant de voir si c'est nécessaire d'utiliser pour soi. Si les États-Unis n'arrivent pas à réagir, la Chine risque de conserver la grande majorité des marchés, que ce soit pour le cobalt, le cuivre ou le lithium. Et donc, je crois que cette rencontre qui est initiative du président Trump veut rétablir les cartes, mais pas nécessairement à l'avantage du continent africain. On veut dire juste aux pays africains qui sont invités, attention, vos minerais nous intéressent aussi, vous ne pouvez pas signer des contrats sur des décennies avec juste une seule puissance. Nous aussi, nous pouvons vous offrir de meilleures garanties, nous pouvons même vous aider avec la technologie et nous pouvons exploiter ce que nous savons faire avec vous. Ça va être pour votre bien. La réalité, est-ce que ceux qui représentent aujourd'hui le continent africain à ses assises, est-ce qu'ils vont bien négocier? Est-ce que ce ne serait pas une négociation de maître à disciple, mais une négociation de gagnant-gagnant? Voilà la véritable question. Est-ce que l'Afrique dispose de beaucoup de ressources en minerais critiques, rares? Oui, bien sûr. Le continent africain est très riche. Et aujourd'hui, les États-Unis, qui avaient l'habitude de dire « nous sommes les gendarmes du monde », qui s'intéressaient à la politique, aussi bien à l'économie de tous les pays, les États-Unis disent « mais attention, nous négligeons le côté économique ». Vous savez, la Chine ne s'intéresse pas à la politique des pays. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'échanges économiques? Voilà la priorité de la Chine. Votre pays a à la tête un dictateur, votre parlement est ceci, ça n'engage pas la Chine. La Chine fait affaire avec vous. Alors c'est les États-Unis qui étaient rigoureux, qui disaient, vous avez un gouvernement illégal, illégitime, machin. Aujourd'hui, ils disent, d'abord on va parler affaires. Donald Trump a compris qu'il devrait rectifier les erreurs de son premier mandat. Il devrait revoir effectivement sa façon de s'adresser aux pays africains, de parler de l'Afrique. Bon, moi je pense qu'il a encore humilié les présidents africains qu'il a reçus par rapport au protocole. Mais je pense que c'est un début pour dire, écoutez, vos minerais critiques ou rares intéressent les États-Unis. 2, nous pouvons vous offrir de nouvelles propositions de marché, mais nous ne viendrons pas juste exploiter, nous allons partager avec vous nos technologies, nous pouvons faire affaire avec vous. Ne bradez pas tout ce que vous avez dans votre sous-sol aux Chinois, aux Turcs, aux Russes et puis aux Indiens. Nous aussi, nous sommes là. Maintenant, ce qu'on attend justement, c'est que ce contrat soit signé entre les pays dans le respect de la diplomatie et dans le respect de la loi sur le commerce. Le problème qui fait peur, c'est la question de Maduro. Les pays
ont peur des États-Unis, parce que les États-Unis, le président Trump l'a annoncé, le Venezuela a beaucoup de pétrole, le Venezuela a beaucoup de choses, nous allons l'administrer, nous allons envoyer des investisseurs. On espère que ce ne sera pas la même pratique quand il s'agit des pays africains, et il est très important que les leaders africains puissent négocier avec le patriotisme que nous avons aujourd'hui, le nationalisme, le panafricanisme. Nous réclamons des droits. Il faudrait que, effectivement, le contrat soit pour le bien des peuples africains aussi, pas seulement pour les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. À vous alors, Adam Adronou, au regard de ce contexte qui est planté, est-ce que ce sommet est une opportunité pour le continent? On voit généralement en commerce, on dit quand vous avez un marché plus large, vous avez beaucoup plus de chances pour faire des économies. Voilà le marché qui s'agrandit, les États-Unis qui veulent augmenter leur part. Est-ce que cela peut être une opportunité pour le continent ou plutôt une menace? Parce que quelque part aussi on se dit, quand c'est comme ça, les puissances qui organisent des troubles dans ces pays, déstabilisent les pays pour faciliter l'exploitation de leur sous-sol. Faut-il craindre plutôt pour des troubles ou plutôt être content parce qu'on a un marché sur lequel on pourra évacuer nos ressources? Et vu que Emmanuel Thomy parlait tout à l'heure de cet élan nationaliste, vu qu'il prend de l'ampleur sur le continent, on pourrait peut-être l'utiliser à bon escient. Oui, bon, pour répondre à votre question, moi je pense que c'est oui ou non, mais tout dépendra de l'Afrique, du patriotisme que l'on exprime par rapport donc à son pays. Je l'ai dit dès ma première prise de parole qu'en réalité, si nous prenons le cas où cela pourrait être une opportunité, d'abord, le fait de les rencontrer tous, et je pense, et tout comme toute la jeunesse africaine qui estime qu'à un moment donné, il faudrait que les intérêts soient partagés, quelle que soit, en tout cas, la diversité d'opinions, de paradigmes que chacun porterait. Donc, d'abord, une opportunité dans la mesure où ils les ont tous rencontrés ensemble. Ça voudrait dire quelque part que si cette opportunité devait être de mise, du retour des États-Unis, je pense que les Africains eux-mêmes devaient donc se concerter, puisque l'opportunité n'a pas été donnée de pouvoir se concerter d'abord pour savoir parler d'une même voix. On l'a dit, hein, parce que les temps mémoriaux nous ont montré que l'Afrique, voilà, n'a jamais parlé d'une même et seule voix. Et les divergences d'opinion sont liées aux intérêts des uns et des autres. Et nous l'avons vu, puisque lorsque nous prenons d'abord la subdivision de nos sous-régions, etc., cela était parti du fait que les gens étaient dans le conservatisme lié donc aux ressources minières qu'ils avaient dans leur pays, donc n'ont pas de suite accepté la libre circulation des personnes et des biens, arguant le fait que les autres viendront donc tirer profit de ce qu'ils ont déjà. Or, en réalité, cela a plus retardé ces pays-là qui les a fait avancer. Mais donc ça voudrait dire aujourd'hui, étant donné qu'il a déjà lancé la perche, il faudrait quand même que l'Afrique puisse donc saisir cette perche-là, arriver, pouvoir savoir que ils n'accepteront pas que les États-Unis aujourd'hui viennent diviser. Il faudrait quand même qu'ils puissent, les ressources minières de chaque pays puissent être évaluées au prorata des intérêts de l'Afrique. Voyez-vous, aujourd'hui, nous prenons tout simplement le cas du cacao qui a chuté de près de 3 000 francs à près de 1 500, plus de la moitié du prix qui a chuté. Et partant de là, si tel qui ne parle pas d'une même voix, vous verrez que les États-Unis viendront toujours diviser. Donc je parlais tout à l'heure du degré de patriotisme. Vous verrez que si, en tout cas, les chefs d'État et de gouvernement arrivaient à dire que voilà, au regard de nos intérêts, il faudrait quand même que le prix soit tel. Vous verrez qu'il y aura quand même un kidam qui dira que oui, il faut m'aider véritablement donc à faire des choix. Si, et que moi je vais brader dans ces ressources-là pour vous. Et tout de suite, voyez-vous, là où naît tout simplement les divisions. Donc, c'est pourquoi je parle de l'élan patriotique qui doit guider les intérêts, et les intérêts doivent se focaliser d'abord sur le pays, parce que quel que soit le dirigeant que vous avez droit et besoin de développer le pays. Vous ne pouvez développer le pays que par les ressources endogènes, puisque les aides étrangères ont montré véritablement leurs limites, ils ne nous ont pas permis donc d'avancer. Il faudrait quand même qu'on capitalise le développement sur les ressources endogènes, et partant de là, je pense que vous soyez de l'opposition, de la mouvement présidentiel, il faudrait quand même que nous nous accordons sur ce élan et faire en sorte que ces ressources-là puissent bénéficier à la population. Merci beaucoup. Donc pour vous, si on sait s'y prendre, ça pourrait être une opportunité. Gabin, qu'est-ce que vous en dites? Une opportunité ou plutôt une menace pour le continent? Une menace.
Une vraie menace pour le continent africain. Cette conférence sur les terres rares, je ne vois pas d'opportunité pour le continent africain parce que là, les États-Unis se positionnent en tant que quelqu'un qui va venir chercher le minerai et ensuite aller l'exploiter. C'est toujours la même chose. Hein. Nous, on vend le brut, après, eux, ils transforment cela et ils nous revendent les produits finis à prix beaucoup plus élevé. Et donc, c'est une situation très, très, très compliquée. Je ne sais pas combien coûte le gramme de lithium, de cobalt et tout ça, mais quand vous prenez les matériaux électroménagers que nous achetons auprès de ces concessionnaires-là, vous voyez déjà le prix. Et vous savez très bien que c'est la croix et la bannière pour nous, hein, déjà de supporter les exploitations qui sont faites de nos minerais, parce qu'il faut déjà voir l'existant. Quand vous prenez la plupart de nos pays, les zones où les gisements sont exploités et tout ça, il faut voir les conditions de vie de ces populations-là. Localement, il faut voir les conditions de vie de ces populations. Ce sont des populations qui, la plupart du temps, sont méprisées, marginalisées à cause de leur propre terre. Et bizarrement, ces zones-là sont, la plupart du temps, dénuées d'infrastructures sanitaires, routières et tout. C'est assez compliqué pour ces populations-là. Et au niveau national, maintenant, ces richesses-là sont exploitées, mais combien d'Africains peuvent dire que bon, moi, dans mon pays, après exploitation de telles richesses, après exploitation de pétrole, de temps en temps, chaque année, voilà ce que nous gagnons, voilà ce qui va ici et là. Ce sont la plupart du temps des dirigeants qui viennent et s'associent avec des consortiums de grandes entreprises et puis après, chacun essaie de tirer sa part du gâteau. C'est ce qui se fait la plupart du temps. Et donc aujourd'hui, les États-Unis, bon, peut-être ces pays-là offrent une opportunité aux Africains de réellement exprimer leurs besoins, surtout de dire dans quelles conditions ils voulaient de nouveau céder leur gisement aux États-Unis, mais en réalité, ça ne va pas profiter aux populations africaines. Moi, je l'ai toujours dit, la meilleure richesse d'un pays, c'est sa population. Et si la population est bien formée, je pense qu'on pourra arriver à s'en sortir avec nos gisements. Comment se fait-il que nous, on soit toujours dans la même situation après plus de 60 ans d'indépendance? Nous, on se fait exploiter et puis après, eux, ils vont transformer. On peut aussi commencer par transformer ces richesses-là chez nous ici. Ce n'est que l'industrialisation qui va sauver l'Afrique parce que là, à participer à cette réunion, et sûrement, beaucoup vont accepter les conditions proposées par les États-Unis parce que, vous savez, nos dirigeants, la plupart du temps, quand ils viennent au pouvoir, il faut avoir le soutien de ces puissances-là. J'ai reçu la lettre de félicitations de la part de la Maison-Blanche, de Washington et tout, et donc maintenant je suis rassuré d'être au pouvoir. C'est comme ça que ça commence, et ces gens-là ne sont pas en mesure de dire non aux États-Unis, à Donald Trump et autres, là, peut-être l'Afrique du Sud et autres, mais vous avez vu aussi le comportement du président sud-africain quand il était allé rencontrer Donald Trump. Donald Trump, c'est quelqu'un, il est dans les affaires, et ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il vous rabaisse premièrement, et ensuite, il obtient le meilleur de vous. C'est ce qu'il fait la plupart du temps. Et donc, aujourd'hui, cette situation-là, pour moi, je pense que si jamais ces dirigeants acceptent les conditions des États-Unis, et forcément, c'est ce qui va se passer, je pense que c'est l'industrialisation du continent africain qui est déjà tuée. Déjà qu'avec les histoires de COP et autres, là, la réduction de gaz à effet de serre, alors que nous savons qu'en Afrique, même, nous n'émettons pas 5% de gaz à effet de serre. Vous voyez un peu. Pour le moment. Pour le moment. Donc, nous devons travailler beaucoup plus vers l'industrialisation. Mais malheureusement, on est toujours dans les histoires de on va vendre les gisements, les États-Unis vont exploiter et tout. Et je pense que c'est l'industrialisation africaine qui est encore clouée au pilori aux États-Unis actuellement. Merci beaucoup. Juste un petit mot. Tout simplement pour dire que la longueur d'avance est grande. Pour ajouter, vous avez dû constater que si nous prenons le cas de la Guinée comme d'autres pays qui ont refusé aujourd'hui l'exploitation, l'extradition en brut des ressources minières et veulent que ces ressources minières soient d'abord transformées sur place avant donc exportation. Donc je ne pense pas qu'ils puissent encore revenir. Donc l'Afrique quand même a une longueur d'avance et des chances de pouvoir donc tirer meilleur profit de cet élan des États-Unis. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Julien-Thomy, une opportunité ou plutôt une menace pour le continent, ce sommet? Je pense les deux. D'abord, les opportunités, c'est au niveau de la diversification des partenariats, parce que au-delà de la Chine, nous avons les États-Unis. Donc, quand vous êtes une jeune fille
et plusieurs hommes vous font la cour, vous pouvez quand même avoir la possibilité de choisir ce qui vous arrange. Ensuite, la Chine, qui est déjà bien implantée et qui est dans les affaires avec l'Afrique, aura quand même peur des États-Unis qui risquent de venir. Et les contrats pourraient être revus à la hausse si les leaders, effectivement, se décidaient. La deuxième chose aussi, c'est le transfert de technologie. Si les États-Unis décident effectivement de prendre une partie des minerais critiques de l'Afrique, il faudra investir et il faudra faire un transfert de technologie qui pourrait être bénéfique à ces pays. Vous venez pour prendre des minerais, mais vous y laissez quand même des machines. Vous devez former aussi des Africains à pouvoir vous accompagner. Mais il y a également des menaces. Les menaces, c'est d'abord cette dépendance de l'Afrique. Vous savez, quand vous quittez un maître pour aller vers un autre, je le disais quand il s'agissait du pas que la Russie prenait en Afrique, ça n'a pas de sens. Il faut devenir soi aussi. Il faut être maître de soi. On ne peut pas quitter un maître pour aller vers un autre maître. Donc, il ne faudrait pas que les Africains ou ces pays qui regorgent de ces ressources puissent devenir juste des disciples ou des élèves à un nouveau maître, mais qu'on discute d'égal à égal, qu'on discute comme des pays souverains. C'est pour cela que je critiquais la forme tout à l'heure, le fait même de mettre en gros tous les pays face à un seul. Moi, je ne suis pas d'accord quand on me dit sommet Afrique-Israël, sommet Afrique-Turquie, sommet Afrique-États-Unis. Ça n'a pas de sens. Ça doit être pays à pays ou continent à continent ou regroupement vers regroupement. Donc, les craintes aussi, c'est que au niveau de nos ressources, les Américains et les Chinois vont se lancer dans une course effrénée. Et chacun voudra tirer le meilleur profit et on risque de vite perdre quand même de ces ressources-là qui constituent quand même notre première richesse. Vous savez, l'Afrique, au-delà de la jeunesse, de notre dynamisme, de notre savoir-faire, nous avons également cette richesse qui vient de la nature ou de Dieu, que constituent ces minerais et surtout les minerais critiques. Donc aujourd'hui, il appartient aux leaders de ces pays qui regorgent de ces minerais, de faire attention et de savoir quel contrat signer. Ce n'est pas parce que c'est les États-Unis d'Amérique, ancien jardin du monde, qu'il faut accepter tout ce qu'on propose comme contrat. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.